maintenant, normalement, les problèmes qu'on a eus avec les précédents ont été réglés. Donc, a priori, ça marche et on ne va pas faire de vérification. De toute façon, tu verras bien si tu as des messages pour te dire que ça ne marche pas. Et donc, ce soir, nous recevons Estelle Faye pour venir nous parler de son nouveau roman qui est là, tout le monde a bien vu évidemment, Les Ombres de Willowthorn, qui est sorti aux éditions Rajo. Donc on est plus sur un young adulte qui se passe dans une école où il fait froid. Et alors après, on est dans du young adulte, mais 2-3 trucs, on est vraiment dans une université, donc on n'est pas avec des mômes de 12 ans, parce que c'est une question qui m'a été posée. Non. Et on est dans du young adulte quand même un petit peu plus âgé que l'Arpenteuse de rêve pour ceux qui l'ont lu. C'est, voilà, là on est dans du vrai young adulte, c'est plus du 14+, 15+, quoi. Voilà, en gros. Alors, pour démarrer justement, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle ce roman? Alors, ce roman est parti de mon amour très profond pour le roman gothique. Et donc on est dans un 19e siècle anglais, victorien. On est en 1847 très exactement parce que c'est basé sur la date de la disponibilité des premières barres de chocolat. Ça joue dans l'histoire. Ouais, c'est... Et ça joue pas beaucoup dans l'histoire, donc si vous êtes dans l'histoire juste pour ça, non, c'est pas Willy Wonka, quoi. Et donc on est dans un 19e siècle où la magie existe. Autrefois, la magie, c'était beaucoup l'apanage des fées, mais elles ont toutes été massacrées par les humains lors d'une grande guerre, 1000 ans plus tôt, parce que les humains, ça adore massacrer des gens, des fées, tout ce qu'ils peuvent. Et il en est resté du glamour qui donne des pouvoirs magiques à certaines personnes. Évidemment les nobles, hein, parce que voilà, les nobles de toute manière, ils ont tout. Et sinon, si on a du glamour et qu'on n'est pas noble, on peut servir les nobles, c'est bien. Voilà. Et donc, il y a une université dans ce monde qui est vraiment celle où vont les plus grands nobles, qui est un peu secrète, qui est un peu cachée au fin fond de la campagne anglaise. Elle s'appelle Willowthorn et elle est plongée dans un automne perpétuel. Donc c'est l'automne anglais, hein, il y a de la pluie, de la brume, etc. Et une des ailes de l'université est envahie par le givre. On ne sait pas pourquoi, c'est là qu'il y avait la première bibliothèque. Il y a des fantômes, il y a parfois des étudiants qui meurent parce que c'est une université anglaise, donc il y a quelques risques, quoi. Il y a des bullies, La sécurité des étudiants n'est pas la principale préoccupation du personnel. Voilà. Et dans ce monde-là, on suit Liam et Jude et Wendy qui, eux, par contre, vivent complètement une autre vie. Ils vivent dans les bas-fonds de Londres. Liam, c'est le fils bâtard d'une mère irlandaise à Londres, donc sa vie n'est pas facile. Et Jude et Wendy, en fait, ce sont ses sœurs d'adoption. Et qui, elles aussi, grosso modo, n'ont pas trop de famille, à part la mère de Liam, donc qui les adopte. Et Liam, c'est un rêveur. Il rêve, il lit des romans gothiques parce que sa mère, quand même, c'était une fille d'un petit clerc irlandais, donc elle sait lire, elle a un peu d'éducation, elle lui a appris à lire. Et il s'évade comme ça en lisant des romans gothiques. Avec Jude aussi, il travaille dans les vêtements de seconde main, donc ils fournissent une troupe de théâtre. Donc quand même, ils ont accès à cet univers-là, à cette culture et tout. Et puis en gros, un soir où Liam rentre chez lui avec ses costumes sur le dos et ses rêves plein la tête, et donc en faisant pas trop attention à ce qui se passe autour de lui, il se fait attaquer en pleine rue par un sorcier très puissant. Sauf que c'est un sorcier beaucoup trop puissant pour venir attaquer un petit bâtard d'Irlandais dans les bas-fonds de Londres. Et il est sauvé par quelqu'un d'assez puissant aussi, donc il y a un peu trop de gens puissants autour de lui tout à coup. Et c'est là qu'il apprend qu'il est le fils bâtard d'un des plus grands ducs du royaume, qui est en train de mourir, donc il y a une sorte de sursaut de conscience et qui se dit quand même il va faire quelque chose pour son rejeton. Et il va l'envoyer à Willowthorn, et si Liam arrive à être diplômé là-bas, il aura une part d'héritage. C'est-à-dire que grosso modo, sa mère et ses sœurs d'adoption pourront échapper au sort qui attend à peu près tous les pauvres dans l'Angleterre victorienne de cette époque, c'est-à-dire finir dans un asile ou une workhouse où ils pourront gentiment mourir de froid et de faim. Donc il y a quand même gros enjeux, quoi. Voilà. Et Liam va partir à Willowthorn et va découvrir là-bas un monde qui est à peu près aussi dangereux que ses bas-fonds. Et heureusement, il a ses deux meilleurs amis pour l'aider parce que sinon je donnais pas cher tout ça. Non. Alors, on voit bien que dans ce livre, il y a une histoire. Il y a aussi une ambiance qu'on ressent tout de suite au niveau de l'école. Des personnages, qu'est-ce qui est venu en premier? Tout est un peu venu ensemble, mais vraiment, j'adore le roman gothique. Je lis beaucoup de romans gothiques et aussi, c'est une des littératures qui, au XIXe siècle, a donné une voix à des autrices. Dans un monde qui n'était pas facile pour les autrices, pour se faire entendre. Et qui a donné, mine de rien, une place à des persos différents. À des persos qui n'étaient pas trop mis en avant dans la littérature classique, entre guillemets.
Et là, ils pouvaient exister un peu plus. Même s'ils existaient dans des rôles de méchants, même s'ils existaient. Mais il y avait des persos qui vivaient. Il y avait des femmes plus indépendantes. Il y avait des persos beaucoup plus queer-coded qu'ailleurs. Il y avait tout ça. Et ça, c'était la liberté déjà de ce monde-là, aussi parce que c'est une littérature méprisée. Donc, l'intelligentsia s'en foutait un peu. Et donc, il y avait ça quand même. Et c'est une littérature qui m'a toujours attirée. J'adore les ambiances sombres. Voilà, enfin, vous me mettez des Landes envahies par le brouillard, je suis preneuse. Voilà, vous me mettez Paris en novembre, oui, j'adore. Enfin, et donc, c'était vraiment parti de là, en fait, de cette envie-là de faire du gothique. Et oui, alors pour le genre, si on veut vraiment aller dans les cases, c'est aussi du Dark Academia, c'est-à-dire de l'université sombre. Pourquoi? Parce que j'adore apprendre des trucs, parce que ce que j'adorais dans ma vie, c'est notamment quand j'étais à la Sorbonne. Donc les amphithéâtres, en fait, dans ma tête, ils sont beaucoup inspirés de ceux de la Sorbonne, même si c'est pas en Angleterre. Je suis pas de la Sorbonne, ouais. Et puis, mine de rien, autant les écoles, ça me parle pas trop parce que je n'étais pas super scolaire, autant je trouve que dans une université, il y a vraiment cette idée d'être là pour apprendre des choses, d'être quand même plus adulte aussi. On est sur des adolescents déjà un peu jeunes adultes et plus sur des élèves au sens strict. Et il y a tout ce qui se mêle derrière, en fait. La construction aussi bien d'une personnalité, de quelqu'un qui justement devient adulte, et en même temps la construction du savoir autour. Et le savoir qui est aussi, et hélas, alors, promis, écoutez, dès que je suis trop déprimante, vous levez la main. Mais le savoir aussi, c'est quel savoir on va transmettre. Et on le voit de manière très, très, beaucoup trop actuelle avec ce qui se passe en ce moment, où justement le savoir, la construction du savoir est une lutte. C'est de qui on va parler, comment on va en parler. Quand on fait de l'histoire, quand on fait de la littérature. Qui certains vont être tentés d'effacer. Et donc il y a tous ces enjeux-là derrière, en fait. Et c'est pour ça aussi que faire tout genre qui était Dark Academia, ça me parlait beaucoup. Et après, un jour, tout à coup, je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Et un jour, on était en novembre, voilà, tout à coup, pouf, l'idée. Et c'est souvent comme ça que je fais, en fait. Il y a des gens que j'adore, j'en lis plein. Je tourne autour, et puis un jour, j'y pense pas spécialement, et puis là, pouf, je vais avoir l'idée. Et c'est comme ça que le temps a parlé. Voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai, comment dire, une méthode de travail qui n'est pas vraiment une méthode, avec vraiment complète discipline. Voilà, Ouais, c'est voilà. c'est le résultat. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai appris au fil du temps. Alors, dans la dernière Amazon, évidemment, on était plutôt du côté de la Grèce. Là, tu nous emmènes en Angleterre. Il y avait parce que le roman gothique, ça aurait pu être ailleurs. C'était dès le début, tu savais que ça serait l'Angleterre? Oui, parce que si j'avais vraiment envie d'écrire sur des ambiances anglaises, et puis mes grosses références en roman gothique, elles viennent beaucoup de là-bas. Parce qu'aussi, je lis en anglais, donc j'en ai beaucoup lu en anglais en étant bilingue et tout. Et puis, je suis une grosse fan de romans gothiques anglais, évidemment. Donc, voilà, enfin, Frankenstein, évidemment. Donc, Anne Radcliffe, évidemment. Les Sœurs Brontë, évidemment. Voilà, enfin, évidemment, Jane Eyre aussi. Je suis une très grosse fan de Dracula. Mes deux minettes s'appellent Lucie et Mina. Donc, c'est là qu'on dit Dracula, c'est pas. Voilà, donc c'est mon genre d'ambiance de référence, en fait. Et aussi, j'aime beaucoup tous ces univers-là, mais j'écris aussi par moments en réaction un peu à certaines choses. Par exemple, quand j'écris un Éclat-Gif, c'est du post-apo, mais du côté de ceux qui survivent, en fait. Et là, c'était aussi, on voit beaucoup revenir, dans beaucoup de fiction, le 19e victorien anglais. Sauf qu'on en voit des versions qui sont... Après, c'est très bien aussi, mais on en voit beaucoup de versions quand même assez édulcorées. Et c'est bien aussi, c'est un pacte d'aller dans des trucs très beaux et tout. Et on fantasme sur des balles, sur des belles robes. Il y a toute la mode de Jane Austen. Et Jane Austen, c'est une autrice super intéressante qui dit des choses très pointues sur la société. Sauf que Jane Austen, c'est vraiment déjà les couches super supérieures de la société. Et quand on dit oui, non, mais j'aurais adoré vivre dans un roman de Jane Austen, sauf que si nous on avait vécu au 19e siècle, on serait beaucoup plus probablement le grouillot en train de mourir dans l'atelier où toutes les teintures sont toxiques. Et c'est ça aussi. Et le 19e siècle anglais, c'est une période, l'Angleterre en général, mais c'est une période de guerre coloniale hyper intense. C'est une période d'inégalité sociale atroce. C'est une période de sexisme, d'homophobie, tout, mais hyper crasse. Et je veux pas édulcorer ça non plus. Et évidemment, c'est du young adulte, donc c'est aussi du roman pour rêver, avec des ambiances, avec des balles, avec des belles robes. Mais sans faire l'impasse là-dessus non plus, en fait. Sans faire l'impasse sur toute cette violence sociale. Et j'avais aussi envie d'écrire là-dedans pour dresser ce tableau plus complet.
qu'à force d'adaptation de Jane Austen en adaptation de Jane Austen, on a tendance un peu parfois à laisser de côté. En plus de ton héros, tu donnes la part belle à tes personnages secondaires. C'est important qu'ils aient une intrigue à eux, qu'ils aient une vraie épaisseur. Bah ça, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé avec Guylain. Guylain, c'est mon éditeur chez Rajo, il est méga cool. Voilà. Non, mais mine de rien, quelque chose qui est bien quand on peut... Ce que j'aime en tant qu'autrice, c'est pouvoir m'installer chez un éditeur, et parfois c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de maisons où les éditeurs changent, etc. Mais là, chez Rajo, je commence un peu à m'installer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Muriel, donc la boss de Rajo, qui est méga cool aussi, qui a une énergie de malade, ceux qui ont croisé Muriel, mais on disait où aller aussi pour aller plus loin quelque part, enfin, à chaque livre, essayer d'aller explorer d'autres choses, de pas juste rester sur mes lauriers. Et La Conteuse de rêve, la dernière Amazon, c'est des livres qui ont un personnage porteur fort, mais c'est le principe du livre aussi. Et donc, on est dans ce personnage porteur. Et là, c'était plus aussi l'envie de faire une fresque, de parler d'une société. Et donc, forcément, d'avoir des personnages secondaires forts. Et d'avoir des personnages secondaires dont on entend la voix autant que celle des persos principaux, en fait. Et il y a vraiment plusieurs points de vue. Il y a le point de vue de Wendy aussi, donc l'auteur adoptif de William avec Jude, qui est méga important. Et c'est voilà, cette idée d'avoir beaucoup plus donc des groupes. Il y a aussi les groupes dans lesquels on se sent bien, les groupes qui nous accueillent, comment on vit avec les autres. Bah, mine de rien, c'est ça aussi l'université, c'est en réduit comment on va faire sa place dans une société en fait. Et c'est une société en réduit l'université aussi, avec tous les enjeux qui sont quelque part exacerbés quoi. Donc là, il y a beaucoup plus ça en fait, cette idée de société. Et justement, je travaille dès le synopsis avec Guylain. Et dès le synopsis, on s'est posé ces questions-là. Est-ce que les personnages secondaires existent assez? Comment vraiment bien les mettre en avant? Comment faire pour qu'ils aient tous leur place, leur personnalité, sans que ça soit confus, bien sûr. Mais ça, c'était une envie dès la base, dès les premières discussions avec Guylain et Muriel. Parce que ça correspond au projet aussi. Hein. Voilà. Alors que le projet de la dernière Amazon, bah, comme le titre le dit, c'était quand même d'avoir encore une fois un perso porteur très fort qui entraîne les autres. Là, on est plus sur... parce que le roman choral, c'est pas la première fois que tu en fais. Ouais. On a évidemment Le Seigneur des Bohèmes, oui. Qui est quand même... Il y a des gens traumatisés encore au premier rang du Seigneur des Bohèmes. Je suis désolée, pardon. Mais c'est l'histoire qui demande. C'était l'histoire qui demandait, c'était pas moi. C'était pas moi. Et c'est vrai on sent, parce que c'est pas facile aussi de donner une voix, assez de place à chacun. Et on voit que c'est quelque chose que tu maîtrises vraiment, parce que tu l'as fait... En fait, c'est quelque chose... C'est comme de tout, il y a aussi... Les premiers trucs qu'on fait, où là on se pose beaucoup de questions, où on a plein de techniques. Par exemple, de travailler avec des couleurs, comme j'en parlais tout à l'heure au café. Voilà. Et non, mais c'est très bête, mais vraiment sur mes premiers essais en roman choral, ce que je faisais, c'est que je faisais des couleurs, carrément, je passais des parties du texte en couleurs pour vérifier que chaque perso existait assez, qu'on passait pas trop de temps avec l'un, avec l'autre, etc. en fait. Et j'avais carrément tout imprimé, et j'avais tout étalé dans la salle de séjour de ma voisine, parce que j'avais pas la place dans la mienne. Voilà. Et oui, j'ai des voisins sympas. Mais... Et c'est vrai aussi que, disons, chaque fois que je fais un roman, j'essaye d'être au bon moment de mon expérience, de mon parcours d'autrice pour le faire. Et il y a des choses que, par exemple, dans Willowford, je me sentais de les faire, qu'il y a 5 ans, 6 ans, je ne me sentais pas autant en fait. J'aurais pas eu forcément assez d'expérience dans tel ou tel domaine pour arriver à faire ce roman comme je le voulais aussi. Et pour moi, c'est une des choses essentielles dans mon parcours, c'est trouver le bon moment pour écrire un livre. Et par exemple, clairement, le roman gothique, je l'adore depuis toujours, quoi. Mais le roman gothique que moi, je voulais écrire, j'avais peut-être pas aussi l'expérience pour avant, en fait. Voilà. Donc, savoir un peu quand on est au bon moment pour une histoire. Donc, l'école et même le domaine de Willowthorn est plus qu'un simple décor. Est-ce qu'il y a des lieux qui t'ont inspiré pour écrire cet endroit? Alors évidemment, il y a plein de lieux qui m'ont inspiré pour... voilà, alors aussi bien des lieux imaginaires, parce que, je sais pas pour vous dans l'assistance, mais pour moi, les lieux des livres, ils sont aussi importants. Les lieux que j'ai arpentés en livre, c'est comme les lieux qu'on arpente en vrai, en fait. Ou les lieux que j'ai arpentés en film, c'est comme les lieux que j'arpente en vrai. Et donc voilà, dans Willowthorn, il y a évidemment plein de brumes, plein de forêts. Donc comme je disais, il y a la Sorbonne, mais il y a aussi donc mes voyages en Écosse, mes voyages à Londres. Je suis revenue à Londres aussi pour ce livre, au Victoria and Albert Museum, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Voilà, pour le 19e siècle anglais, alors là vous êtes plongé dans le 19e siècle anglais, c'est
Je suis allée revoir, parce que je l'ai vu, mais il y a longtemps, les serres de Kew Gardens. Et là, justement, j'ai voulu aller à Londres en hiver aussi, pour avoir l'ambiance vraiment hivernale, parce que souvent, quand on voyage à Londres, on va y voyager l'été, quand il fait beau. Ou à la rigueur, quand il y a les lumières de Noël. Donc là, j'y suis allée en février, pour bien avoir la bonne ambiance. Et c'est, voilà, enfin, c'est beaucoup ces ambiances-là qui m'ont inspirée. Et puis, donc, beaucoup de lectures et beaucoup de films aussi, parce que je vois beaucoup de films gothiques. Au cas où il y en aurait certains qui ne savent pas dans la salle, mais voilà, comme je le crie et je le répète à longueur de réseau et que tout le temps aussi, j'ai fait une école de ciné. Et donc c'est vraiment c'est une de mes bases en fait. Et donc il y a énormément de films gothiques, des très connus mais comme des moins connus. J'aime beaucoup La Dame en Noir par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Voilà, mine de rien, le Wolfman avec Benicio del Toro est hyper bien raconté en ambiance, je l'aime tellement. J'adore les ambiances de Crimson Peak, même s'il y a plein de choses que j'aime pas dans l'histoire. Et voilà, enfin, c'est toutes ces ambiances-là qui. J'ai revu plein de films gothiques pour écrire ce livre, je me suis replongée dedans. C'était un gros travail difficile, j'ai beaucoup souffert. Mais voilà, et c'est vrai que c'est aussi ces lieux-là, en fait, que j'adore raconter. Et dans lesquels j'ai fait un peu ma variation là-dessus. Et disons par moment, une question que pose surtout au début des jeunes auteurs, des jeunes autrices, c'est est-ce que je suis assez originale? En fait, pour moi, la question, elle se pose pas comme ça, parce que je pars souvent de genres que j'aime, et que j'ai beaucoup lu, mais c'est plutôt, qu'est-ce que moi, je viens faire là-dedans? Pourquoi moi, je viens écrire quelque chose là-dedans, alors qu'il y a tellement de beaux livres dans le genre qui ont été écrits? Et pourquoi je m'y intéresse? Pourquoi moi, je vais prendre du temps pour écrire? Et surtout, pourquoi je vais vous demander, à vous, les lecteurs, de prendre du temps pour le lire, quoi, quand même, parce que, voilà. Et d'une façon plus générale, quand tu écris, tu t'imprègnes toujours des lieux qui vont t'inspirer? Au maximum quand c'est possible. Alors après, dans mon prochain roman, j'ai 2 chapitres qui se passent en Syrie. Là, il faut connaître, je ne suis pas allée. Oui. Mais ouais, non, par contre, j'aime bien voyager dans les lieux de mes livres, ou voyager dans des lieux proches aussi. Par exemple, il y a une partie de Willowthorn que j'ai écrit chez ma tante, qui habite dans le sud-ouest, donc c'est pas l'Angleterre. Mais par contre, elle habite juste, vraiment, on traverse la route, et on a, pouf, une forêt. Et une forêt avec justement en automne. Bonjour, on est en train de parler des lieux inspirants. Et voilà. Et donc en automne, il y a une forêt, il y a du brouillard, il y a vraiment cette brume aussi. Et c'est vrai que il y a une partie de ce livre, je l'ai écrit là-bas, pour m'imprégner quand même de cette ambiance forêt en automne en fait. Et ça, j'aime beaucoup. Alors on va parler saison. Voilà. Dans tes romans, on a parfois très froid. Ouais. Très froid. Il est arrivé qu'on ait chaud aussi. Oui, je et la canicule. Chet, il a eu un peu chaud aussi. Oui. Je et la canicule, mais j'aime bien faire souffrir Chet, c'est dans un éclagier. Donc là, il y avait une évidence sur le climat dès le début. Le gothique. Ouais, voilà, c'est quand même. Ça marche pas. Alors après, si, j'ai lu du gothique d'été ou de printemps qui marche très bien aussi, c'est encore autre chose. Mais voilà, moi c'était quand même cette envie d'ambiance hivernale et tout. Et après, quelque chose que j'aime bien faire, et j'essaye aussi avec mes éditeurs de discuter planning en fonction de ça. J'aime bien écrire souvent aux saisons où se passent mes livres, pour être vraiment dans l'ambiance. Mais c'est pas toujours. Enfin, après, faut discuter avec les éditeurs et tout. C'est aussi une des choses que j'aime avec Rajo, c'est qu'ils sont très très compréhensifs pour ce genre de choses. Oui, puis là en plus il paraît en janvier, ce qui est juste impeccable pour la lecture. Oui, voilà aussi. C'est des choses que j'aime aussi avec Rajo. Après, il y a leur planning, mais on peut aussi discuter planning avec eux. Et c'est vrai que la question qui s'était posée, c'est est-ce qu'on fait paraître plus pour les festivals de printemps et tout. Et puis finalement, on s'est dit de le faire paraître quand même plus dans l'ambiance de janvier. Et de toute manière, il sera là aussi pour les festivals de printemps, quoi. Mais il y avait cette discussion qu'on a eue avec l'équipe de Rajo. Et ce qui est super cool, c'est que je suis vraiment incluse dans toutes ces discussions, ce qui est vraiment pas le cas de tous les auteurs chez tous les éditeurs. Je pense qu'il y en a qui savent ça dans la salle. Et j'ai pas eu ça chez tous les éditeurs. Par exemple aussi pour la couverture, c'est une artiste que j'avais repérée sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui demandais à Rajo si on pouvait la voir parce que justement elle est incroyable pour les ambiances gothiques. Et donc voilà. Et Rajo, ils sont super cool, donc ils ont dit on va faire tout pour. Et après ils m'ont dit bon c'est bon, on la prend, elle parle pas français. Donc ils ont bossé avec elle en anglais et en espagnol. Et j'adore tellement Rajo. Et justement, par contre, le roman gothique, pour dire que c'est pas que hivernal, là je suis en train de lire donc du gothique mexicain, des Haciendas, c'est une histoire d'Hacienda hantée, c'est trop génial. C'est en anglais par contre, je crois pas que c'est encore traduit. Ah, il y en a qui connaissent dans la salle. Voilà, c'est cool, hein.
C'est très cool. Voilà. Et là, bah, pour le coup, il fait chaud. Au contraire, il y a vraiment ce mec qui est cramé par la chaleur. Et c'est aussi l'ambiance de roman gothique. En fait, je pense que pour le roman gothique, c'est pas une histoire d'être en hiver, en été, au printemps ou en automne. C'est beaucoup plus d'avoir un climat marqué. Un climat qui va dire quelque chose. Et le climat dans The Hacienda, la chaleur dans The Hacienda, ah ouais, il est cool. Hein, et l'héroïne, elle est très très cool. Si c'est traduit lisez-le si vous lisez en anglais, et quand ça sera traduit en français, si c'est traduit en français, j'espère. C'est vachement bien. Alors, il est sur la table là-bas, mais je ne l'ai pas ramené parce qu'il ne reste plus que quelques exemplaires, puisqu'il a très bien marché. On va dire quelques mots de Porcelaine quand même, parce que c'est une autre actu que tu as eue là en décembre. Ouais, alors Porcelaine, c'était mon tout premier roman, qui est paru en deuxième parce que le monde de l'édition c'est compliqué. Parce que mon premier roman, avant même de paraître, a perdu son éditeur, parce que c'est le monde de l'édition. Et en a retrouvé un ensuite, enfin c'est une histoire vraiment compliquée. Et puis ensuite, ça s'est fini chez cet éditeur-là. Et c'est mon premier roman aussi qui a eu un peu de succès critique, qui a eu un prix et tout. Et donc ça s'est fini chez son premier vrai éditeur, pour plein de raisons, et parce que c'est la vie des livres. Et un jour, dans Paris, où il faisait très froid, c'était quand tous les cafés étaient encore fermés, j'étais dans la neige dans le jardin du Luxembourg, avec une jeune éditrice qui lançait une maison à Rennes. Et donc on avait un thermos de thé pour deux, on avait froid. On marchait dans la neige qui craquait sous nos pas. Mais elle avait genre 2 jours, elle était venue à Paris, donc on essayait de causer. Et là, elle m'a dit, bah écoute, je lance ma maison d'édition, est-ce que je peux reprendre Porcelaine? Et elle, en plus, c'est une grande connaisseuse de culture chinoise et tout, donc ça a quelque chose de cohérent avec elle. Et il y a des maisons d'édition, évidemment, plus installées, qui m'auraient payé plus, qui m'ont déjà proposé. Mais j'avais dit, j'ai pas le temps, et ce qui était vrai, j'ai pas le temps et tout. Mais là, il y a un truc, je sais pas, qu'à cliquer, parce que l'idée que ce roman, qui a déjà une vie, qui a déjà, voilà, qui moi m'a déjà aidé, parce que c'est grâce au prix qu'il a eu pour Porcelaine, qu'il y a Scrinéo qui m'a contacté après pour faire La Voix des Oracles, qui est ma première série Young Adult. À l'époque, on ne disait pas Young Adult. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de m'installer en tant qu'autrice, de commencer à vraiment gagner ma vie avec ça, en fait. Donc voilà, Porcelaine, il a déjà fait beaucoup pour moi. Et elle m'a dit, ça ferait beaucoup de projecteurs pour ma maison. Et cette idée que maintenant qu'il a fait ça pour moi, que quelque part, il puisse peut-être aider une petite maison d'édition méga cool. Dont j'adore la démarche en plus, parce que Marielle, l'éditrice, elle a une démarche méga éthique et tout. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de super. Ben, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, quoi. Et après, elle m'a avoué plus tard que elle me l'avait demandé pour pas avoir de regrets, mais qu'elle était sûre que j'allais refuser. Et ça s'est méga bien passé, le travail avec elle, enfin, c'est vraiment quelqu'un de super. Alors, la maison d'édition, c'est Timelapse, puisqu'on l'a pas dit. Voilà. Et Timelapse fait des très jolies choses. Je le conseille vraiment, Timelapse. Donc, tu as retravaillé un peu ce texte. Ouais. Et ben en fait, c'est mon premier texte. Et je l'avais travaillé avec un éditeur très littéraire qui m'a beaucoup appris, qui m'a notamment appris à trouver ma voix au sens VOIX. Parce que moi, je viens du théâtre, je viens du scénario. Et le premier chapitre de Porcelaine que j'avais envoyé à mon premier éditeur, il m'a dit ça marche pas du tout. Et parce que ça vivait pas. Parce que je l'écrivais comme un scénar ou comme une pièce de théâtre, mais c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait les acteurs, la mise en scène, etc., qui apportent la vie, les sensations, les couleurs, les odeurs. Et Xavier Mauméjean, mon premier éditeur, il m'a vraiment appris ça, en fait. Il m'a appris comment, moi, j'allais trouver ma voie littéraire. Et il m'a dit quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui a fait démarrer beaucoup de jeunes auteurs. Et il a ce côté très pédago. Il savait trouver ce qui allait parler à chacun. Il n'avait pas genre une méthode, et puis prends la méthode, voilà, c'est bon. On a parlé du théâtre d'où je viens et de ce qui m'avait fait moi en théâtre, c'est-à-dire tout ce qui est méthode Stanislavski notamment. Connaître un personnage de l'intérieur tellement bien qu'au bout d'un moment, nos gestes, nos attitudes, nos émotions vont devenir celles du personnage. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert à San Francisco, longue histoire, et ce qui m'a vraiment parlé en théâtre. En fait, il m'a dit, voilà, écris tes personnages, pense tes personnages comme si tu allais les jouer. Et depuis, ça m'accompagne toute ma vie, en fait, et c'est ça. Et par exemple, parfois, il y a des persos qui vont connaître sort funeste, mais parce qu'en fait, je laisse mes personnes entraîner. Et parfois, à l'inverse, s'il y a un personnage dans un de mes romans, je ne dirais pas lequel pour pas spoiler, qui devait devenir un sale traître, et en fait, dans l'écriture, quand vraiment je le connaissais bien et que j'étais en train de l'écrire, il n'a pas voulu trahir. Si vous avez des soupçons sur qui c'est, vous pouvez venir poser des questions après, pour pas spoiler. Mais voilà, et c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé ma voix, VOIE.
en me mettant dans les personnages et au travers d'eux, au travers de leurs sensations, en commençant à incarner mes mondes. Mais après, Porcelaine, c'était... c'est une époque où je ne pensais pas être écrivaine. C'est une époque où je ne pensais pas être autrice. Donc, je l'ai vraiment pris un peu comme un exercice de style sur plein de points. Ça parlait de théâtre parce que je venais du théâtre. Et ça parle de porcelaine en hommage à ma grand-mère de Limoges, donc fille d'ouvrier dans la porcelaine. Voilà. Et donc, oui. Et donc c'est pour ça, théâtre, porcelaine, c'est venu de là. Et parce qu'à la base, en fait, c'était un roman qui était destiné à une collection qui s'appelait Royaume perdu. S'il y a quelques-uns dans la salle qui connaissent, peut-être. Non, voilà. Complètement oublié, mais qui était grosso modo des réécritures de contes. Donc l'idée, c'était de faire une réécriture de La Belle et la Bête. Oui, c'est parti loin. Hein. Et puis après, Royaume perdu a fermé, puis après ça devait passer dans une autre collection qui a refermé, puis après, voilà, enfin, c'est... Oui, hein, c'est parti très loin. Et donc c'était... En fait, c'est la seule fois dans ma vie d'écrivaine où j'ai vraiment fait un truc qui ressemblait un peu à de la commande, quoi. Mais parce que c'était vraiment une toute nouvelle aventure, et je voulais me prouver à moi-même quelque part que j'étais capable d'écrire un livre. Parce que, comme je disais tout à l'heure, notamment, j'ai zéro discipline. J'adore être dehors, j'adore bouger, j'adore parler, j'adore rencontrer des gens, travailler en équipe. Donc j'ai toujours été une grosse lectrice, mais je ne me pensais pas forcément autrice en fait. Et donc voilà, on a fait tout super travail avec Xavier, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient très dans leur époque encore. Et par exemple, surtout dans la troisième partie, il y a une intrigue qui était un peu écrite comme une sorte de triangle amoureux, alors que finalement c'est une intrigue de théâtre. Et c'est ça beaucoup qu'on a repris avec Marielle, c'est de transformer ce qui était un peu un triangle amoureux au départ, dans ce qu'au fond cette intrigue voulait être depuis le début, c'est-à-dire une intrigue de théâtre. Et d'avoir aussi et c'est beaucoup plus une rivalité de théâtre finalement qu'une rivalité amoureuse. Et il y a un des personnages aussi qui prend de l'indépendance grâce à ça. Et ce que j'ai adoré avec le travail de Marielle, c'est que des petites touches en fait. C'est qu'on a dû changer une demi-page dans tout le livre. Mis bout à bout, je veux dire, sur mes bout à bout, tous les changements, ça fait une demi-page. Mais il y a une scène surtout, avec un personnage qui se retrouve embringué avec une troupe de théâtre, parce que son père la perd au jeu, et elle se retrouve mariée à un comédien. Elle est embringuée dans la troupe. Alors qu'elle est brodeuse, c'est pas du tout sa vie, et qu'elle est très effacée, et elle se retrouve dans ce monde super haut en couleur et tout, elle trouve mal sa place. Et puis elle va se mettre à créer des costumes pour la troupe. Et ces costumes vont raconter une histoire, vont être tellement extraordinaires qu'ils vont aller jusqu'à Pékin avec ces costumes. Dans ce grand moment où l'empereur appelle les troupes de toute la Chine à Pékin pour créer ce qui va devenir l'opéra de Pékin. Et donc, elle arrive avec ces costumes extraordinaires et ils ont leur première grande représentation à Pékin. Et elle est toujours habillée en gris, brune, enfin elle est dans des couleurs toujours... elle crée des costumes, mais grosso modo, dans les costumes que je croise dans ma vie, il y a celles qui sont habillées hyper en couleur ou hyper classe, et il y a celles qui, par contre, donc, c'est la personne qui disparaît dans le décor, et en fait, celle qui crée des costumes fabuleux hyper en couleur. Elle est plutôt dans le deuxième style, quoi. Et donc, il y a cette immense réussite de spectacle, de cette parade, de ce spectacle. Et dans la première version, les comédiens donc appellent Li Mei à monter sur scène. Et Li Mei, elle monte sur scène, mais elle un peu, voilà, et elle voit le public qui applaudit parce qu'ils savent qu'elle est la costumière. Et donc là, elle a son mari, Xiao Shen, le comédien, qui dans la première version la prend par la main et la mène vers le public. Et dans la nouvelle version avec Marielle, c'est la scène qu'elle change, et pour moi c'est vraiment le pivot des changements. Donc les comédiens appellent Li Mei sur scène, et elle arrive toujours dans cette mi-crise, élégante mi-crise, et il y a le public qui l'applaudit parce qu'elle est la costumière. Et elle avance. Et plus elle avance, plus elle se redresse. Et pas parce qu'elle prend la grosse tête et tout, mais parce qu'elle comprend que c'est elle en fait que le public applaudit. Et elle se redresse et elle regarde le public. Et derrière, parmi les comédiens, Xiao Shen la regarde avec admiration. On a changé même pas 3 lignes pour changer ça. Et je pense que vous voyez, voilà, la bascule complète. Et suite à cette bascule aussi, il y a un petit épilogue qui là par contre est inédit, qui n'existe que dans cette version. Et après, il y a une nouvelle qui est juste dans les mêmes univers, mais avec d'autres personnages, que j'avais écrite pour une anthologie chez un tout petit éditeur qui s'appelle Rivière Blanche. Donc elle a très peu tourné, on l'a rajoutée parce que c'était aussi en financier. Voilà. Mais il y a l'épilogue,
l'épilogue, il me tournait déjà dans la tête quand j'avais écrit la première version, mais voilà, enfin, pour le premier éditeur, il collait pas trop, et c'est vrai qu'il colle mieux avec la nouvelle l'email aussi. Voilà. Et mine de rien, c'est ça aussi qui est cool quand on écrit, quand on corrige, c'est comment par moment des toutes petites choses peuvent drastiquement changer la vision d'une scène. Donc on a parlé de l'actualité, et donc maintenant le futur, qu'est-ce qui est prévu? Alors, le futur c'est compliqué. Oui. Voilà, non, parce que au cas où vous ne serez pas au courant, le monde de l'édition en ce moment c'est compliqué. On est d'accord, la culture c'est compliqué, le monde c'est compliqué en général. Ouais, alors, voilà. Donc, non, franchement, ouais, non, là, disons, vous m'auriez posé la même question l'année dernière à la même date, je vous aurais dit, ouais, super, j'ai pas de projet, ça roule. Bon, j'ai toujours des projets, mais il y a des choses qui sont devenues très compliquées parce que c'est. Ouais, le monde de l'édition, il y a beaucoup de choses qui se tendent, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui deviennent plus difficiles à faire en littérature adulte. Et franchement, je remercie le Young Adult de nous offrir un espace de liberté, de création qui est beaucoup plus difficile à avoir en adulte. Et je m'aperçois que placer un livre aujourd'hui qui a tout ce qu'avait Bohen à l'époque, ça est beaucoup plus compliqué. Oui, alors que j'ai plus de parcours quand j'avais fait Bohen. Voilà. Parce que donc j'espère toujours placer mon grand roman maritime sur lequel j'ai bossé pendant 15 ans. Grand roman, choral et tout, mais un peu grosso modo, c'est le côté historique de Wijigo qui rencontre Bohen, quoi. C'est entre les deux. Voilà. Ouais, sauf qu'en fait, ce genre de roman est beaucoup plus dur à placer maintenant. Donc là, c'est compliqué, quoi. Voilà, enfin, ça devait se faire normalement, il aurait dû sortir au printemps, mais finalement non, parce qu'il faut que je retrouve un éditeur. Ah, c'est compliqué. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Heureusement, il y a l'espace que nous offre la littérature ado, la jeunesse, tout ça. Et j'ai envie de refaire de la littérature adulte et tout. J'ai quelques projets, mais je pense qu'il est un peu tôt pour en parler encore. Et donc en attendant, là déjà en ado, je viens de terminer un roman médiéval fantastique qui est pareil, un projet que je porte, enfin là pour le coup c'est un projet que j'ai envie d'écrire depuis super longtemps, mais qui est compliqué à écrire, qui était compliqué à écrire parce que ça y est, je finis une correction pour une autre raison. C'est que même si ça aborde sous un biais très médiéval fantastique une histoire, la base de l'histoire en fait c'est c'est l'histoire de mon grand-père maternel et de vraiment ce qui a été au cœur de sa vie. Et mon grand-père maternel est très important pour moi, c'est lui qui m'a donné beaucoup des valeurs qui me guident. Et son histoire aussi a beaucoup joué dans la vie de ma famille et dans la mienne. Parce que aussi ça fait partie de ce qui a fait l'homme incroyable qu'il était. Et donc parler de son histoire, pour moi c'était important, mais il fallait que je trouve le bon angle d'attaque pour le faire. Et en fait, en parler de manière, c'est pas mon grand-père, c'est pas de son frère à lui qu'on parle, mais c'est une histoire de deux frères. Et en fait, mais au Moyen-Âge, pas pendant la Seconde Guerre mondiale, mais etc. Donc d'une manière très détachée, mais il y a quand même son histoire à lui, quelque part en filigrane derrière. Et ça se passe dans le sud-ouest, ça se passe dans les Pyrénées, parce que c'est là en fait qu'il est né avec son frère aîné. Et c'est tout cet imaginaire des Pyrénées aussi qui m'a donné toute cette culture-là. Et ça parle aussi donc, de la croisade contre les Albigeois, tout ça, de cette grosse période d'intolérance et tout déjà. Et tout ça, c'est vraiment tout ce pan de la culture que m'a amené mon grand-père. Et de trouver le recul nécessaire pour en parler, pour en faire une histoire, ça a pris du temps. Et il fallait, je pense que j'ai assez de technique pour par moment me dire non mais là tu es en train d'écrire une histoire, repose-toi sur ta technique pour faire passer l'histoire et ne reste pas trop à fleur de peau, ne te fais pas bloquer par ça. Et donc voilà, j'en ai fait un roman ado qui devrait arriver à l'automne. On a vu la pré-couverture, elle est très jolie. Voilà, j'ai fini les corrections à l'arrache. Le 28 janvier, le 29, il y avait Willowfound qui sortait, donc ouais, et puis après, j'ai en tout cas le reste est moins concrétisé, mais j'ai clairement envie de continuer, donc je veux retrouver un éditeur pour mon roman maritime, promis, dès que j'en ai un, je le dis. Je veux faire plus de romans, toujours aller du côté sombre, parce que ça me parle beaucoup. Donc là, chez les éditeurs avec qui j'ai commencé à parler romans d'horreur et tout, enfin voilà, très bien, il faut le temps pour et j'ai vraiment envie d'aller vers là, d'aller vers un côté sombre un peu, donc d'aller vers tout ce qui est roman d'horreur et tout. Ouais.
Et ça fait partie aussi des projets pour l'avenir. Et dans les choses qui vont peut-être se concrétiser, par contre, parce que par moment, il y a des chouettes nouvelles dans ce monde, j'ai très très envie de revenir vers les étoiles aussi, de revenir vers le space opéra d'aventure. Ça, il se peut que ça se concrétise dans pas trop longtemps. Donc je commence par le glauque, je finis par le joli, tu vois. Voilà. Et là, l'idée, ça serait d'aller dans les mêmes... Je dirais pas les mêmes personnages dans les nuages de Magellan, au premier Space Up pour ceux qui connaissent, mais ça serait par contre de reprendre vraiment ce genre d'univers, donc quand même très grande aventure dans l'espace et tout, mais en plus ample, en plus roman choral, justement, parce que le roman choral, ça m'éclate trop. Et ça, j'ai très très envie. Voilà. Et alors en plus, il y a un petit truc dont on a commencé à parler. Il y aura un jeu littéraire dans ce livre. J'en ai parlé à la directrice de collection. Je lui ai présenté le truc, elle m'a dit t'es sûre? Après, je lui ai dit comment ça allait marcher. Elle m'a dit non, mais c'est trop bien, faut que t'en parles à personne. Nous sommes donc en direct sur Instagram. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pas dit ce que c'était, tu vois. Voilà, j'ai pas dit ce que c'était. Voilà, c'est tout, c'est tout. Mais non, là, il y a un truc que j'ai envie de tenter vraiment qui va trop bien correspondre au livre. J'ai trop hâte de lui mettre. Voilà. C'est pas l'histoire avec les colliers, c'est encore une autre histoire, les colliers. C'est une autre histoire. Ah, c'est encore un autre collier. Voilà, c'est là complètement. Alors après, c'est disons dans les très lointaines sources d'inspiration. J'avais écrit une nouvelle pour une auteure des Imaginales qui était Elle à tes yeux et qui fait partie un peu des sources d'inspiration de ce monde. Voilà. Donc vous avez plus qu'à fouiller les auteurs des Imaginales si vous voulez apprendre à dire ça. Et non mais en gros c'est voilà, c'est une nouvelle déjà sur en fait qu'est-ce qui. C'est une des thématiques aussi que j'aborde un peu dans Wheel of Time et que je creuse un peu partout, c'est qu'est-ce qui fait notre identité, qu'est-ce qui nous construit, qu'est-ce qui fait que nous sommes nous-mêmes en fait. Et c'est aussi beaucoup sur ça, sur l'identité, la mémoire, comment les histoires que nous vivons aussi nous construisent, etc. Et voilà, et ça fait partie des thèmes que j'explore déjà un peu ici et que j'explore encore plus. Voilà. Il fallait bien que j'ai des trucs joyeux. Peut-être que je me ferai engueuler par mon éditeur parce que j'en ai déjà trop dit, mais voilà. C'est parce qu'il fallait que je dise des trucs bien. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'ayez pas peur. Ne soyez pas timide. Du coup, vous écrivez plein de livres en même temps? En fait, non, je fais plutôt un livre. Enfin, j'écris à des moments différents. Et par contre, l'un des gros... pour mon roman médiéval fantastique, l'une des grosses difficultés, c'est que j'ai dû faire les corrections beaucoup plus vite que prévu. Et par exemple, j'ai pas eu beaucoup de temps pour prendre du recul entre les deux. Et ça, c'est... Normalement, j'aime bien écrire un livre. J'envoie à l'éditeur. Enfin, j'écris un livre, je le bosse comme ça. J'envoie à l'éditeur. Et après, je bosse sur un autre livre. Puis, je reçois les corrections du premier et je fais les corrections. Et là, j'ai moins eu ce... Donc, c'était un peu plus compliqué pour les corrections. Et de toute manière, je sais que ça allait être un roman difficile à écrire aussi. Donc, et en même temps, c'est un roman qui est vraiment important pour moi. Donc je suis contente de l'avoir écrit. Au final, je suis très très contente du travail qu'on a fait aussi avec l'éditeur, enfin l'éditrice, c'est l'éditrice surtout avec qui je travaille directement. Et je suis très contente du travail qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'entre la difficulté du sujet et le peu de temps pour les corrections, j'ai vraiment fini le mois de janvier sur les rotules, quoi. Mais en même temps, c'est un très chouette... Enfin, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et puis, j'ai toujours envie de faire rêver mes lecteurs, de vous amener ailleurs, de vous amener dans les étoiles et tout. Mais... Et c'est... Disons, enfin... On voit ce que devient le monde aujourd'hui. Et aussi, en tant qu'autrice, je ne peux pas ne pas faire ma part. Je ne peux pas essayer, dans mes livres aussi, je les écris aussi pour lutter, quoi. Et évidemment, pour refaire vivre des personnages, pour que vous ayez des émotions, des belles histoires et tout. Mais mes livres, c'est aussi des livres pour lutter, c'est aussi des livres pour, justement, voilà, essayer de, à ma petite manière, avec mes mots, avec ce que j'ai, de résister à toute cette haine et cette intolérance qui grimpe, qui monte et qui me fait tellement peur, quoi. Et voilà, enfin, d'en parler, mais aussi de parler de liens entre les gens, de parler de diversité, de parler de tout ça, c'est important, de faire exister ces mondes-là. Et disons, je trouve que c'est par moments, vous me dites dès que je suis trop glauque, non mais peut-être une impasse dans laquelle il ne faut pas tomber, dans la lutte, c'est de ne pas être que en réaction en fait, pas juste de lutter contre,
mais de montrer les mondes auxquels on rêve et de montrer à quel point les mondes auxquels on rêve, ils sont cool, ils sont beaux, ils peuvent apporter quelque chose à tout le monde. Et c'est aussi de montrer ça. Et c'est aussi de montrer que tout ce qu'on nous dit, qu'on veut nous faire croire qui sont des menaces, en fait, ce sont des richesses, ce sont des chances. C'est pas simplement de dire, voilà, c'est, je veux dire, la sortie de notre Premier ministre sur le métissage, qui tout ça. C'est pas simplement de dire, non, mais ça va, il n'y a pas tant d'étrangers en France, c'est de dire, non, mais moi, je suis désolée, je veux des sociétés diverses. Je veux vivre là-dedans, je veux vivre dans des mondes métissés, moi, je veux vivre dans des mondes où il y a des gens de partout qui viennent et qui se parlent, et c'est ça que je veux. Et c'est pas de dire pusillanime, non mais ça va, ça ne me laisse pas trop. Mais non, au contraire, quoi. Un monde divers, c'est une chance. Un monde où on est moins bloqué dans des cases de genre, c'est une chance. C'est pas juste de dire, non mais ça va, on ne faut pas faire trop quand même de féminisme à l'école. Mais au contraire, faisons... Voilà, enfin, on n'en fait pas assez, quoi. Voilà, et c'est aussi de ça que, voilà, c'est aussi pour ça que j'écris. C'est pour faire exister ces rêves-là, à ma petite mesure, et faire partie des gens qui essayent de toujours amener ça dans ce monde, quoi, faire partie de ce groupe-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça peut être sur des sujets plus légers. Ou pas. Non, je me demande juste, Cyril, on le revoit un peu après, il a un rôle à jouer ou pas? On va revoir un tout petit peu. C'est peu, ok. Et par moments, certaines personnes ici le savent, faut pas trop s'attacher à mes personnages. Non, c'était un peu violent quand même, je m'y attendais pas. Désolée, J'étais bien en train de m'imaginer la scène et tout, j'étais bien plongée dans mon truc, j'étais happée d'un truc de malade. Et après je me dis, pardon. Quand même, d'accord. Pardon. Alors, je dis beaucoup pardon aussi, hein, ça mes lecteurs, c'est ça, expliquez-moi. Après, c'est bien parce qu'il y a d'autres livres où parfois les personnages ont des armures de scénario où on sait qu'il va rien leur arriver parce qu'ils vont survivre. Et en fait, là, c'est bien de faire un détachement de absolument tout. Dans mon pavé maritime, qui, oui, aura un éditeur un jour, et le garde, il y a un personnage qui a une armure en Jéromium. Jérôme, c'est mon bêta lecteur. C'est mon deuxième frère. Il est génial, voilà. Jérôme, si tu écoutes, tu es génial, mais tu le sais. Donc, non, s'il a du temps, j'espère qu'il est en train de regarder la saison 2 d'Interview with Vampire que je lui ai offert pour son anniversaire. C'est une super série. Voilà. Et là, pour le coup, c'est un personnage qui était très secondaire, et en fait, Jérôme l'a adoré. Et c'est un personnage qui est rare dans mon univers, c'est-à-dire qu'il est bon et moral. Mais genre tout le temps. Voilà. Et même quand l'histoire avance, il reste bon et moral et tout. Et en fait, Jérôme l'a tellement aimé que finalement, j'ai pas pu le tuer. Parce que c'est Jérôme, c'est mon bêta lecteur, je peux pas froisser avec. Et en fait, je me suis dit, mais peut-être que Jérôme, il a raison, quoi. Et surtout, il y a d'autres gens qui l'ont aimé aussi, quand même. Et puis, ils ont dit, non, mais en fait, dans toute ta galerie, c'est un roman adulte à moi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de persos qui n'ont pas que des bons côtés, on va dire. Et donc, dans toute cette galerie de persos cassés, fracassés, etc., de partout, lui, il faisait un peu, ça apportait une sorte de contrepoint, quoi. Et quand même, à la fin, il y avait encore la première version où à la fin, il faisait un choix un peu stupide. Et ben non, à la fin, il a même décidé d'être intelligent. Parce qu'il a cette armure en Jéromium, donc à la fin, il finit bien. C'est pas forcément une bonne chose, hein, mais c'est... Voilà, non, mais donc il y a l'armure en Jéromium pour ce perso, mais ça se comprend, c'est bien. Le nombre de morts qu'il y a partout, ça va, il peut y en avoir un. Mais oui, mais c'est exactement ce qu'on m'a dit. C'est, tu comprends, il faut qu'il y en ait quand même un qui finisse bien. Et lui, il est tellement attachant, il faut qu'il finisse bien. Donc voilà, donc par moment, je ne tue pas tout le monde. Oui. Voilà. Et en plus, même à la fin, il veut quand même avoir une fin douce amère parce que j'aime beaucoup trop les fins douces amères. Et non, il a une fin carrément heureuse, quoi. Voilà. Mais parce qu'il a décidé, il a appris de ce qu'il a vécu et tout. Enfin, alors qu'au départ, non, il ne devait pas. Voilà. Ah oui, donc... Est-ce qu'il y a encore une question? Petite dernière. Non? Fini? Bon. Eh ben, en fait, vous en avez, mais vous voulez les poser directement alors, sans c'est la la question caméra, avec spoil, ouais, non, par contre, oui, je réponds aux questions effectivement. avec spoil, pas quand il y a une caméra et un Instagram. Eh bien, merci Estelle. Donc pour Instagram, je n'ai pas spoilé. Voilà. Voilà, c'est ça. Sauf dire qu'on revoit un peu Cyril, mais là, franchement, ça spoil pas des masses. Non. Puis les gens, pour ceux qui l'ont pas ouvert, ils seront après, et là, ils vont oublier d'ici là. Voilà, alors, petit spoil sur Cyril, c'est un étudiant à Willowford.
Voilà. C'est le Sachant que, à peu près, tout se passe à Willowford avec les étudiants, je pense que Voilà. ça ne spoil pas des Je bases. pense que ça ne spoil pas des masses non plus. Eh bien, merci beaucoup. Merci Estelle. Merci tout le monde d'être venu. Et Et ben, merci à vous. puis Voilà. lisez Will le temps. Parce que c'est super.